Nouvelle édition d'Information Sud Télévision. Bienvenue à tous, voici les titres. Cérémonie de passation de service ce matin au ministère du Tourisme et de la Culture. Ange Nkoué, ministre sortant, a passé le témoin à Oswald Omeki qui prend ainsi les rênes de ce département ministériel. Élection des recteurs et vice-recteurs à l'université d'Abomey-Calavi. Les opérations de vote ont démarré ce matin. Les résultats provisoires sont attendus pour cet après-midi selon la commission électorale. Et puis le parti au pouvoir au Libéria a contesté dimanche pour fraude les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre, rejoignant ainsi deux autres partis avant un second tour devant opposer son candidat le vice-président à l'Est-Stade du football Georges Weah le 7 novembre prochain. Ouvrons cette édition par la cérémonie de passation de service ce matin au ministère du Tourisme et de la Culture. Ange Nkoué, ministre sortant, a passé le témoin à Oswald Omeki. C'était en présence des acteurs de la culture, cadres du ministère et de tous les directeurs techniques. Le secrétaire général du ministère a invité. Le ministre entrant a fait preuve de bonne écoute. Vous aurez les détails avec Arnaud Moriagua dans nos éditions prochaines. Élection rectorale à l'université d'Abomey-Calavi. Les bureaux de vote ont ouvert à 9h pour accueillir les électeurs et ce jusqu'à 16h, heure de fermeture. L'université s'apprête donc à choisir le successeur de Brice Saint-Saint et ses adjoints. Les résultats provisoires seront connus déjà à 16h30 selon le président de la commission électorale. Nous vous invitons à suivre ici le président Kossivi Ati-Clément au micro d'Eden Télévision de Fréjus Seroulan et Fréjus Fiossi. Ce matin, il y a les bureaux de vote qui sont installés depuis hier. On a 12 bureaux de vote. On est en train de les sillonner. Le vote a commencé depuis 9h et prendra fin à 16h. Et nous allons proclamer les résultats provisoires autour de 16h30, 17h. Les résultats provisoires sont déjà connus. Pour le moment, nous sommes à l'avant-dernier sur le campus. Il n'y a pour le moment aucun problème, tout se passe bien, tout le monde est satisfait. Il semble qu'il y a eu certaines liesses à l'intérieur des bureaux de vote. Et chacun se connaît, tout comme je le déclarais quelque part tout à l'heure, c'est une élection éducative et non une élection tout comme les gens le pensent. Non, en fait, il n'y a pas de problème. L'enjeu est grand. C'est pour désigner le représentant de l'université d'Abomey-Calavi, mais on n'aura qu'un seul recteur, on n'aura jamais deux recteurs. Donc il y a lieu vraiment que les acteurs vraiment puissent désigner en toute quiétude leur recteur. Et c'est cela qu'on est en train de faire à ce jour. Le RAVIP, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. L'opération, vous le savez, connaîtra ses débuts le 1er novembre prochain. À l'approche d'un tel démarrage, le mouvement des jeunes unis pour le développement prospère MJUDP et la coalition Bénin en route ont organisé une action de sensibilisation des populations de la 5e circonscription électorale sur son importance. Antoinette Sabo, Fiacre Voiton. À quelques jours du démarrage effectif du recensement de la population béninoise qui sera porté par l'instrument du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, des actions de communication pour sensibiliser la population à y adhérer ne manquent pas. Ce samedi 28 octobre 2017, le mouvement des jeunes unis pour le développement prospère MJUDP qui a rejoint le parti politique Bénin en route est allé à la rencontre de ses militantes et militants à Tofo dans la 5e circonscription électorale. Une occasion pour le président Éric Akouté de rappeler le bien fondé du contenu du PAG qui se concrétise ainsi à travers le RAVIP. On en a pour preuve le lancement des opérations sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, qui est un instrument avec qui le concours de tous les acteurs permettra au Bénin de satisfaire avec diligence et promptitude aux services sociaux de base. Je voudrais également inviter toute la 5e circonscription électorale, en particulier ma jeunesse, de mon âge, de rester toujours serein, que rien ne se fait dans la division. Car la coalition Bénin en route est née pour 3 choses. Il doit y avoir le respect des droits de l'égalité politique,
et l'éthique. Quant à Jean-Baptiste Rouguet, parrain de l'événement et président de la coalition Bénin en route, le RAVIP est un outil de développement pour la prospérité de la nation, a-t-il laissé entendre. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population est un outil de développement, est un véritable outil de développement qui est plus que nécessaire. Il ne s'agit pas ici d'un fichier électoral, chère population. C'est une opération qui va permettre de pallier aux multiples tracasseries administratives. Elle va par ailleurs permettre d'en finir une fois de bon avec des individus sans acte de naissance dont le nombre augmente sans cesse dans notre pays. Le RAVIP est donc un instrument de développement urgent qu'il faille mettre en œuvre. Toffo profitera de ces retombées pour continuer sa modernisation. Le président de MGUDP, Éric Akouté, et Jean-Baptiste Rouguet, président de Bénin en route, conjuguent ainsi leurs efforts pour que dès mercredi 1er novembre 2017, la population de la 5e circonscription puisse prendre part massivement au recensement. C'est même l'appel FORA. Il s'agit du Forum des organisations religieuses et associatives, un groupe qui a été créé ce samedi au thème d'une assemblée générale constitutive. FORA entend travailler pour la paix et la lutte contre la pauvreté. Voici les détails. Forum des organisations religieuses et associatives FORA, c'est la nouvelle association créée sur le plan national. Ce nouveau creuset FORA désigne une dynamique de coopération entre les différentes religions à caractère diversifié et les organisations professionnelles. La cohésion sociale et la préservation de la paix, voire la prévention de tout conflit, relèvent aussi du domaine des relations interreligieuses. Et c'est à une telle exigence que répond le FORA. La naissance du FORA vient ainsi donner un nouveau souffle à la société civile béninoise et entend œuvrer aux côtés d'autres structures célèbres à l'échelle nationale qu'internationale. L'objectif global de ce forum est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par l'amélioration de la gouvernance locale, mais de façon spécifique. Il entend lutter pour la bonne gouvernance locale. Il entend prendre une part active dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Le FORA prendra également part active dans l'encouragement et la mise en œuvre de toute initiative de développement. Nous comptons lutter pour la bonne gouvernance, lutter pour une gestion efficiente et optimale des ressources publiques, s'évertuer à être un creuset de foi, d'éthique et de justice distributive. Après les travaux de l'Assemblée générale constitutive qui ont duré du 27 au 28 octobre 2017 à la Maison des Jeunes d'Alada, un bureau exécutif et un directoire, respectivement dirigés par Victorin Hunkwe-Sodé et Dal Glokwe Aza, ont été installés. Il nous reviendra de faciliter le dialogue interreligieux. Comme vous le savez, le Bénin est riche en culture et il nous faut cela. Ça sera une âme défensive pour régner dans tout le Bénin. Nous devons œuvrer pour la paix dans toutes les confessions religieuses, dans toutes les associations et la paix en général dans l'Atlantique et dans le Bénin. Le FORA jouera le rôle de porte-parole de la société civile auprès des instances dirigeantes de notre pays, que ce soit au niveau de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, au niveau de la présidence. Nous allons nous y atteler par le soutien de chacun et de tous. Cette association rassemble autant les organisations professionnelles que les leaders religieux et coutumiers soucieux de rendre légal ce creuset pour la culture de la paix. Le FORA reste donc ouvert à l'adhésion de toute organisation religieuse et associative pour l'atteinte des objectifs fixés.
La rencontre régionale des jeunes sur le climat COI 2013 a pris fin ce dimanche sur le campus d'Abomey-Calavi. Elle a réuni des jeunes de plusieurs pays africains et vise à renforcer leurs capacités en matière de prise de décision pouvant avoir un impact sur la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, comme a su le noter Carole Olaye à l'ouverture de la réunion. Environ 150 jeunes africains venus entre autres du Burkina Faso, du Nigeria, du Togo, du Ghana, de la République démocratique du Congo, du Niger et du Bénin prennent part à cette 13e rencontre régionale de jeunes sur le climat COI 13. Ouvert officiellement par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces assises d'échange et de réflexion ont pour principal objectif d'autonomiser et de renforcer la capacité des jeunes à prendre des mesures afin de faire face aux conséquences du changement climatique dans le monde. Les écosystèmes naturels et sauvages, humains et sociaux et les écosystèmes de production sont les principaux thèmes de ces assises qui se tiennent en prélude à la COP 23. Il urge d'amener la jeunesse africaine à prendre conscience de son destin et celui du continent en particulier pour anticiper sur les difficultés qui seront son actualité dans l'avenir. Une jeunesse béninoise mobilisée pour l'émergence d'un nouveau type de leader sur le continent afin d'œuvrer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous savons tous que la lutte contre le réchauffement climatique est plus qu'une question environnementale. C'est une condition essentielle pour alimenter en nourriture et en eau la planète, pour sauver la biodiversité et protéger la santé, pour lutter contre la pauvreté et les migrations massives, pour dissuader les guerres et encourager la paix, et en définitive pour donner ses chances au développement soutenable et à la vie. 15 sous-thèmes seront développés au cours des différentes communications qui viendront meubler cette rencontre. Les résultats issus de ces travaux seront présentés à la COP 23 prévue pour se tenir à Bonn, en Allemagne, du 6 au 17 novembre 2017. Parlons à présent de ce sit-in des Togolais vivant au Bénin. Ils ont manifesté ce samedi à la Bourse du Travail en soutien aux leurs qui tiennent des manifestations dans plusieurs villes du Togo sur la situation sociopolitique du pays. Ces Togolais, vous le savez, réclament surtout le retour à la Constitution de 1992. Ici à Cotonou, les ressortissants togolais ont été soutenus par l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Et maintenant, l'actualité sur le continent, plus de 6000 recrues sont mises à l'épreuve dans la base militaire de l'armée nigériane de Zaria, au nord du pays. La formation pour laquelle 150 000 candidatures ont été reçues est composée d'exercices physiques et tactiques avec l'aide de soldats britanniques dans le cadre d'un partenariat avec l'armée nigériane. Le Nigeria est confronté à de multiples problèmes de sécurité, de l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est aux groupes rebelles dans le sud pétrolier. Le parti au pouvoir au Libéria a contesté dimanche pour fraude le résultat du premier tour de la présidentielle du 10 octobre, rejoignant ainsi les deux autres partis avant un second tour devant opposer son candidat, le vice-président Joseph Boakai, à l'Est Stade du football George Weah le 7 novembre. Le parti de l'unité UP a annoncé dans un communiqué signé de deux autres partis qu'il allait saisir la commission électorale dénonçant des fraudes systématiques et à grande échelle. Le communiqué accuse également la présidente sortante Ellen Johnson-Sirleaf d'ingérence dans le processus électoral en raison d'une rencontre avec des responsables de la commission électorale qui s'était déroulée à son domicile avant le premier tour. Écoutons les réactions. Nous réaffirmons notre solidarité déclarée avec le Parti de la Liberté et tous les autres partis politiques et candidats qui se sentent offensés et ont de fortes raisons de croire que les sondages du 10 octobre 2017 ont été caractérisés par des irrégularités et des fraudes systématiques massives. Dans le cadre de cette solidarité, et prenant aussi en compte les preuves accablantes de fraudes qui continuent d'émerger,
Nos partis politiques respectifs ont décidé de poursuivre cette affaire jusqu'à une conclusion juridique logique aussi rapidement que le permet la loi libérienne. Le peuple libérien décidera le 7 novembre qui sera son chef entre le Parti de l'Unité et le CDC, Coalition pour le changement démocratique. Si le Parti de l'Unité a peur, ils peuvent y aller s'asseoir. En 2011, nous avons dit que nous n'allions pas aux élections et ils ont eu des élections à un seul parti. Les élections auront lieu. Ceux qui ont perdu ces élections devraient accepter les résultats. Somalie, le bilan de l'attaque samedi à Mogadiscio revendiquée par les islamistes somaliens Shebab s'élève désormais à 27 morts. Un nouvel attentat qui a coûté leur poste au chef de la police et des renseignements. Le ministre de la Sécurité intérieure a donné des précisions sur l'incendie de l'hôtel Nazar Hablod où, a-t-il dit, 27 personnes ont été tuées et d'autres secourues après l'intervention des forces de sécurité, a rapporté le ministre de l'Information Abdurrahman Omar Osman à l'issue d'un conseil des ministres dimanche. Les membres du gouvernement présents, après avoir délibéré, ont finalement voté pour le renvoi des deux responsables, le chef de la police Abdhakim Daï Saïd et le chef de l'Agence nationale des renseignements Abdali Mohamed Samaolé. Poursuit le ministre. Écoutons à présent le ministre somalien de l'Information. Le ministre de la Sécurité intérieure a donné des précisions sur l'incendie à l'hôtel Nazar, à Blod, où 27 personnes ont été tuées et d'autres secourues après l'intervention des forces de sécurité. Les ministres ont décidé d'une suggestion du ministre de la Sécurité et ont finalement accepté à l'unanimité de renvoyer Abdi Hakim Dabi Saad, chef de la police somalienne, et Abdoulaye Mohamed Ali, chef des services de secret somaliens. Le tunnel qui court dans les sous-sols de Johannesburg recèle de précieux trésors, des kilomètres de câbles électriques en cuivre qui, une fois arrachés, sont illégalement exportés vers l'Asie et font la fortune de véritables mafias. Reportage. Ces ouvriers ont un objectif crucial, rétablir le courant à Johannesburg. Les vols de câbles électriques en cuivre ont pris une ampleur sans précédent dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Conséquence, des coupures de courant récurrentes, parfois pendant plusieurs jours. En une seule nuit, en septembre, 32 km de câbles ont été endommagés. Cet incident en particulier va nous coûter 45 millions de rands. Et avec les améliorations de sécurité, ça va nous revenir au total à 50 millions de rands. Soit près de 3 millions d'euros. Les vols de cuivre s'expliquent par la forte demande, notamment en Asie, et par le cours des matières premières. Le prix de ce métal a augmenté de 60% en un an et demi, jusqu'à 6 000 € la tonne. Et quand les coupures durent plusieurs jours, ce sont les petites entreprises du centre-ville qui payent le prix fort pour louer et faire tourner des générateurs. Avant, on faisait payer 5 rands de l'heure pour utiliser Internet, mais maintenant on demande 10 rands à cause de l'essence qu'on doit acheter. Et du coup, on perd plein de clients, vous voyez. Donc le business tourne au ralenti, mais on n'a pas le choix. La police sud-africaine vient de créer une unité spécialisée dans le vol des câbles, mais la traque des criminels se heurte souvent à la corruption généralisée. Nous pensons que des fonctionnaires municipaux sont impliqués, ainsi que des sous-traitants, parce qu'ils ont des cartes de ces tunnels où sont enfuis les câbles sous les rues de Johannesburg. Nous n'excluons pas non plus que la police soit corrompue, étant donné les quantités de cuivre qui sont dérobées. Les criminels appartiennent à des gangs sophistiqués. Ils mettent le feu dans des souterrains et profitent du court-circuit pour arracher les câbles. Et tant que le prix du cuivre sera élevé, les autorités sud-africaines vont devoir redoubler d'ingéniosité pour leur faire face. Les installations olympiques peuvent-elles durer? Des Jeux olympiques de Paris 1924, il reste quelques sites utilisés par les sportifs qui pourraient même accueillir des épreuves en 2024. Nous sommes en France. Reportage. Une piscine olympique dans l'est de Paris. C'est ici que Johnny Weissmuller pulvérise les compteurs en nage libre. Le futur Tarzan à l'écran récolte l'équivalent de 3 médailles d'or. Nous sommes en 1924
et Paris accueille alors ses deuxièmes JO d'été. Mais des records, c'est surtout ici, à Colombes, en banlieue parisienne, qu'on en a vu cette année-là. Alors là, on arrive à un endroit vraiment symbolique et historique du stade, c'est le fameux virage et ces tribunes où les gens s'amassaient debout à encourager les délégations qui défilaient lors de la cérémonie d'ouverture de culture ou lors des épreuves sportives. Donc le virage était plein, les gens étaient debout, encouragés. Donc on est vraiment là sur un lieu extrêmement fort en symbole et fort en histoire. 40 000 spectateurs sont accueillis dans ce stade construit pour les 8e Olympiades de l'ère moderne. Le Finlandais volant, Paavo Nurmi, y entre dans la légende de l'athlétisme. Le stade de Colombes est tout simplement au cœur des JO de 1924. La cérémonie d'ouverture a lieu ici, beaucoup d'autres épreuves également, parce qu'à l'époque le calendrier était plus large. Il y avait le départ des courses cyclistes par exemple, il y avait l'épreuve de pentathlon moderne, il y a l'épreuve de gymnastique et l'épreuve d'équitation, de football. Donc voilà, il y a eu une histoire pour plusieurs sports olympiques qui a démarré ici et c'est un endroit donc juste exceptionnel dans le cadre du dossier Paris 2024. Car cette pelouse n'a pas fini d'écrire l'histoire olympique. Elle accueillera en 2024 l'épreuve de hockey sur gazon. À quelques kilomètres de là, autre vestige des Jeux parisiens, le fronton Chiquito de Cambo. On y joue encore à la pelote dans la plus pure tradition basque. Ce fronton a été érigé en 1924 pour les JO. C'était un sport de démonstration lors des JO de Paris. Et voilà, il a quasiment 100 ans, d'ici quelques années. Donc c'est génial de pouvoir jouer sur un tel fronton aussi ancien et sur un site aussi beau que celui-ci. Nicolas espère bien voir la pelote basque reconnue discipline olympique et que ce lieu d'histoire puisse servir à faire connaître ce sport bien après 2024. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes Sud Télévision.